Lorsqu'Isabella Torres trouve un bébé abandonné dans ses champs de blé, elle ne s'attend pas à ce que l'enfant porte la même marque mystérieuse que son frère disparu depuis longtemps. Alors que des secrets enfouis depuis des décennies que refont surface, elle doit démêler un héritage dangereux avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin projetait des rayons dorés sur les vastes champs de blé de l'Hacienda Torres. Isabella Torres se tenait sur le perron de sa maison ancestrale, une tasse de café réchauffant ses mains. À 45 ans, elle avait la posture assurée d'une femme qui connaissait sa place dans le monde. Ses cheveux noirs, striés de quelques mèches argentées, étaient attachés en une queue de cheval pratique. « Bonjour, mademoiselle Torres », qu'appela Eduardo, son régisseur, en s'approchant de la maison principale. « Les ouvriers sont déjà dans le champ Est. Ce sera une bonne récolte cette année. » Isabella hocha la tête, prenant une dernière gorgée de son café. « Je vais aller vérifier les choses dans 1 minute. » Alors qu'Eduardo s'éloignait, Isabella entra pour prendre son chapeau à large bord et ses bottes. La maison tentaculaire appartenait à sa famille depuis 5 générations, ses murs renfermant des secrets et des souvenirs qui parfois pesaient sur ses épaules. 25 ans avaient passé depuis la disparition de son frère Miguel, mais pas un jour ne se passait sans qu'elle ne pense à lui. Ils avaient été proches, malgré leurs 10 ans d'écart. À 35 ans, Miguel avait été le cœur de la famille, toujours en train de rire, toujours en train de planifier de nouvelles façons d'améliorer la ferme. Puis un mardi ordinaire, il était allé en ville pour des provisions et n'était jamais revenu. Isabella chassa les souvenirs en se dirigeant vers les champs. Elle avait une ferme à gérer. Le bruit rythmique des machines de récolte et des ouvriers, avec leurs outils à main, emplissait l'air, tandis qu'Isabella marchait entre les rangées de blé doré. La ferme employait plus de 50 personnes pendant la saison des récoltes, beaucoup provenant de familles qui travaillaient les terres Torres depuis des générations. « Mademoiselle Torres, » dit Lucia, une des contremaîtresses, « le rendement est encore meilleur que prévu. » Isabella sourit. « C'est une bonne nouvelle. Nous devrons embaucher des employés supplémentaires pour le traitement. » Alors qu'elle discutait de la logistique, un bruit étrange attira l'attention d'Isabella. Au début, elle pensa qu'il s'agissait d'un chaton ou peut-être d'un oiseau au cri inhabituel. Mais lorsque le son se fit entendre à nouveau, son cœur fit un bond. « Avez-vous entendu ça ?» demanda-t-elle à Lucia. Lucia secoua la tête. « Entendu quoi, mademoiselle Torres ?» Le son se fit entendre à nouveau. Un cri indubitablement humain et indubitablement celui d'un bébé. « Le bébé de quelqu'un pleure », dit Isabella, se dirigeant déjà vers le son qui semblait provenir du vieux hangar. « Personne n'a amené d'enfant au champ aujourd'hui », dit Lucia, suivant sa patronne avec une expression perplexe. Les pleurs devinrent plus forts à mesure qu'elle s'approchait d'une grande pile de balles de foin qui avait été mise de côté pour les chevaux. Isabella accéléra le pas, le cœur battant. Là, niché dans un creux entre 2 balles de foin, se trouvait un paquet enveloppé dans une couverture bleue délavée. Les pleurs s'arrêtèrent momentanément lorsque Isabella s'approcha, comme si le bébé sentait sa présence. « Oh mon Dieu !» murmura Lucia se signant. « Qui laisserait un bébé ici ?» Isabella tendit prudemment la main vers le paquet, relevant à le bord de la couverture. Un petit visage la regarda, âgé de quelques semaines à peine, avec de grands yeux noirs qui semblèrent contenir une sagesse au-delà de son âge. « C'est un garçon », dit Isabella doucement, examinant le bébé pour voir s'il présentait des signes de blessure. Il semblait en bonne santé, propre et bien nourri. Ce n'était pas un cas d'abandon désespéré. Quelqu'un l'avait placé ici délibérément, là où il serait trouvé. Alors qu'elle le soulevait pour vérifier s'il y avait une identification, la manche de son petit body blanc se retroussa, révélant son bras. Isabella halta, manquant de laisser tomber l'enfant. « Mademoiselle Torres, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Lucia, alarmée par la pâleur soudaine de sa patronne. Sur le bras du bébé se trouvait une marque, pas tout à fait une tache de naissance, pas tout à fait un tatouage. C'était un symbole, comme 2 croissants de lune dos à dos, avec une petite étoile au centre. Un symbole qu'elle n'avait vu qu'une seule fois dans sa vie, sur le bras de son frère Miguel. « Il faut emmener ce bébé à la maison », dit Isabella, la voix anormalement calme malgré la tempête qui faisait rage en elle. « Lucia, trouvez Eduardo et dites-lui
de fouiller la propriété. Quelqu'un doit avoir laissé cet enfant ici récemment. Dois-je appeler la police? Demanda Lucia. Isabella hésita. Le symbole sur le bras du bébé envoyait des signaux d'alarme dans son esprit. Ce n'était pas une coïncidence, c'était lié à la disparition de son frère d'une manière ou d'une autre. Pas encore. Voyons d'abord si nous trouvons quelque chose. Alors qu'Isabella portait le bébé de retour à la maison principale, son esprit était en proie aux questions. Qui était cet enfant? Comment avait-il le symbole de Miguel? Son frère lui avait dit que la marque était spéciale, que seuls ceux de leur société secrète la portaient. Miguel n'avait jamais expliqué plus sur cette société, malgré ses questions. À la maison, Rosa, la femme de ménage qui travaillait pour la famille Torres depuis plus de 40 ans, fut choquée par l'arrivée d'Isabella avec un bébé dans les bras. « Santa Maria, d'où vient cet enfant ?» s'exclama-t-elle. « Quelqu'un l'a laissé près des balles de foin », expliqua Isabella, déposant le bébé sur le canapé pour l'examiner plus attentivement. « Rosa, avons-nous encore des affaires de bébé de la visite de mon neveu l'année dernière ?» Rosa hocha la tête. « Je crois qu'il y a des couches et du lait en poudre dans le placard de la chambre d'amis. Je vais les chercher. » Alors que Rosa s'empressait de partir, Isabella déroula doucement la couverture. Le bébé était vêtu d'un simple body blanc sans étiquette. Aucune note ne lui avait été laissée. Le seul indice était le symbole sur son bras qui semblait avoir été dessiné avec une sorte d'encre spéciale qui avait partiellement pénétré sa peau. Pas exactement un tatouage, mais pas un simple dessin non plus. « Qui es-tu, petit ?» murmura Isabella, en touchant la marque doucement. Le bébé gargouilla en réponse, sa petite main saisissant son doigt avec une force surprenante. Au moment où Rosa revint avec les couches et le lait en poudre, Isabella avait pris une décision. « Je vais le garder ici jusqu'à ce que nous ayons compris », dit-elle fermement à Rosa. Les yeux de Rosa s'écarquillèrent. « Mais mademoiselle Torres, les autorités… »« Pas encore », interrompit Isabella. « Cet enfant, il y a quelque chose chez lui. Je pense qu'il est lié à Miguel. » À la mention du nom de Miguel, l'expression de Rosa s'adoucit. Elle avait été comme une deuxième mère pour Isabella et son frère. La disparition de Miguel avait laissé une blessure dans tout leur cœur. « Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?» demanda Rosa avec prudence. Isabella lui montra la marque sur le bras du bébé. Ce symbole, Miguel avait le même. Rosa pâlit, sa main allant à sa gorge. « Dios mio » murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible. Vous le reconnaissez ?» Rosa s'assit lourdement sur la chaise la plus proche. « La veille de la disparition de votre frère, il est venu me voir. Il était inquiet. Il a dit qu'il pourrait devoir s'absenter pendant un certain temps. Il m'a montré cette marque et m'a dit que si je la voyais à nouveau, cela signifiait qu'il essayait de communiquer avec nous. » Isabella la regarda sous le choc. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit ça ?» Il m'a fait promettre de ne pas le faire, à moins que le symbole n'apparaisse. Il a dit que le savoir pourrait vous mettre en danger. Rosa regarda le bébé avec une nouvelle admiration. Cet enfant pourrait-il être le fils de Miguel? La possibilité ne s'était pas présentée à Isabella, mais maintenant, elle la frappait de plein fouet. Le timing serait impossible. Miguel était parti depuis 25 ans. Mais peut-être Miguel avait-il eu un enfant avant sa disparition? Un enfant qui a grandi et a eu ce bébé? Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et Eduardo s'engouffra à l'intérieur. « Mademoiselle Torres, nous avons fouillé toute la propriété. Aucun signe de personne qui n'appartient pas ici, mais l'un des ouvriers a vu un SUV noir garé sur la route, près de la clôture nord ce matin. Au moment où nous avons vérifié, il était parti. Pas de plaque d'immatriculation ?» Eduardo secoua la tête. L'ouvrier ne l'a pas remarqué. L'esprit d'Isabella était en pleine effervescence. Un placement délibéré du bébé. Un véhicule mystérieux, et le symbole qui reliait tout cela à son frère disparu depuis longtemps. Ce n'était pas aléatoire, c'était un message. « Eduardo, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi », dit-elle avec décision. « Allez en ville et achetez tout ce dont un bébé aurait besoin pendant quelques semaines. Des vêtements, des couches, du lait en poudre, un lit d'enfant, tout. Et soyez discret, s'il vous plaît. » Eduardo eut l'air confus, mais hocha la tête. « Bien sûr, mademoiselle Torres. » Après son départ, Isabella se tourna vers Rosa. « J'ai besoin que vous me disiez tout ce que Miguel a dit ce soir-là, chaque détail. » Rosa soupira, son visage buriné montrant le poids d'un secret gardé trop longtemps. « Il est venu à mes quartiers tard,
après minuit. Il était agité, n'arrêtait pas de regarder par la fenêtre. Il a dit qu'il avait découvert quelque chose d'important sur les affaires de votre père avant sa mort. Le père d'Isabella était décédé alors qu'elle n'avait que 18 ans, laissant la ferme à elle et à Miguel. Il avait été un homme sévère, plus concentré sur les affaires que sur ses enfants. Après sa mort, ils découvrirent qu'il avait laissé la ferme dans d'excellentes conditions financières, avec des investissements qui garantissaient que la famille Torres resterait riche pendant des générations. « Qu'en est-il des affaires de mon père ?» demanda Isabella la gorge sèche. Miguel n'a pas dit exactement, juste qu'il y avait des gens qui voulaient garder le silence, des gens puissants. Rosa jeta un coup d'œil au bébé qui s'était endormi dans les bras d'Isabella. Il m'a montré le symbole et a dit qu'il représentait un groupe appelé l'Ordre du Croissant. Il a dit qu'ils se protégeaient les uns les autres, mais qu'il y avait eu une trahison. Un frisson parcourut l'échine d'Isabella. « L'Ordre du Croissant », répéta-t-elle. Le nom ne lui disait rien, mais le fait que Miguel ait été impliqué dans une sorte de société secrète était inquiétant. Le lendemain, il est allé en ville et n'est jamais revenu, termina Rosa, les larmes aux yeux. La police a trouvé son camion abandonné près de la rivière, mais aucune trace de lui. Le bébé bougea dans les bras d'Isabella, émettant de doux sons de roucoulement. En le regardant, elle ressentit un intense sentiment de protection l'envahir. Cet enfant, qui qu'il soit, avait été placé sous sa garde pour une raison. « Nous allons l'appeler Miguel », décida-t-elle soudainement, jusqu'à ce que nous connaissions son vrai nom. Rosa sembla incertaine. « Mademoiselle Torres, êtes-vous sûre de vouloir vous attacher? Lorsque les autorités le découvriront ?» ?»« Elles ne le découvriront pas, » dit Isabella fermement. « Pas avant que j'aie compris ce que cela signifie. Ce bébé est un indice, Rosa. Le premier véritable indice que j'ai eu depuis 25 ans sur ce qui est arrivé à mon frère. » Le bruit d'une voiture dans l'allée les interrompit. Isabella se tendit, mais se détendit lorsqu'elle reconnut le ronronnement familier de la Mustang vintage de son amie Clara. Clara Mendoza était la meilleure amie d'Isabella depuis l'université et à présent l'avocate la plus en vue du comté. Si quelqu'un pouvait l'aider à naviguer dans cette situation sur le plan juridique, c'était bien Clara. La porte d'entrée s'ouvrit et Clara entra, élégante comme toujours, dans son tailleur sur mesure. « J'ai eu ton texto. Qu'est-ce qui est si urgent que je devais… » Elle s'interrompit brusquement, les yeux s'écarquillant à la vue du bébé dans les bras d'Isabella. « Bon, je ne m'attendais pas à ça. » Isabella lança un regard significatif à Rosa et la gouvernante quitta discrètement la pièce. Une fois seule, Isabella raconta tout à Clara. La découverte du bébé, le symbole sur son bras et son lien avec Miguel. Clara écouta sans interrompre, son esprit d'avocate cataloguant visiblement les implications juridiques. Lorsqu'Isabella « C'est fini », elle prit une profonde inspiration. « Isa, tu sais que je dois te conseiller de contacter immédiatement les services sociaux, » dit-elle doucement. « Garder ce bébé sans le déclarer est illégal, quelles que soient les circonstances. »« Je sais, » admit Isabella, « mais Clara, c'est le plus près que… Je sois arrivé de découvrir ce qui est arrivé à Miguel en 25 ans. J'ai besoin de temps pour enquêter. » Clara examina attentivement la marque sur le bras du bébé. « Je n'ai jamais rien vu de tel, et tu dis que ton frère avait exactement la même marque, identique. » Clara resta silencieuse un instant, réfléchissant. « Bon, voici ce que nous allons faire. Je vais déposer une demande de tutelle provisoire. Je dirai que le bébé vous a été laissé anonymement et que vous cherchez à lui fournir des soins pendant que des tentatives sont faites pour retrouver les parents. Ce n'est pas strictement conforme au règlement, mais cela vous permettra de gagner du temps sur le plan juridique. » Un soulagement envahit Isabella. « Merci. Ne me remercie pas encore, » prévint Clara. « C'est temporaire au mieux. Et Isa, » sa voix s'adoucit, « fais attention. Si cela est vraiment lié à la disparition de Miguel, les personnes impliquées pourraient être dangereuses. » Comme pour souligner l'avertissement de Clara, le téléphone d'Isabella sonna. L'écran affichait un numéro inconnu. Hésitante, elle répondit, le mettant en haut-parleur. « Allô ?» Une voix déformée répondit, glaçant les deux femmes. « Madame Torres, je vois que vous avez trouvé notre livraison. » La main d'Isabella se serra autour du bébé de façon protectrice. « Qui est-ce ?»« Un ami. L'enfant que vous tenez est la clé de tout ce que vous cherchez. Que voulez-vous dire? Est-ce au sujet de mon frère ? En temps voulu, dit la voix.
Gardez l'enfant en sécurité. Ne parlez à personne du symbole. Dans 3 jours, vous recevrez un autre message. »« Attendez !» cria Isabella, mais la ligne était déjà coupée. Clara la regarda avec alarme. « Isa, ça devient effrayant. Peut-être devrions-nous appeler la police après tout. » Isabella secoua la tête, sa détermination se renforçant. « Non, qui que ce soit, il sait quelque chose sur Miguel. C'est peut-être ma seule chance de découvrir ce qui lui est arrivé. » Le bébé, le petit Miguel, comme elle commençait déjà à l'appeler, gigota et se mit à pleurer. Alors qu'Isabella le berçait doucement, son esprit était décidé. Il y a 25 ans, elle avait perdu son frère. Maintenant, cet enfant mystérieux avec le symbole étrange était apparu, apportant avec lui à la fois le danger et l'espoir. Quoi qu'il arrive dans 3 jours, Isabella serait prête. Cette fois, elle ne laisserait personne qu'elle aimait se perdre sans se battre. Le lendemain matin, Isabella se réveilla au son inconnu d'un bébé qui pleurait. Pendant un moment, elle pensa qu'elle rêvait. Puis les événements de la veille lui revinrent en mémoire. Le bébé, le symbole, l'appel téléphonique mystérieux. Elle se précipita dans la chambre d'amis où Rosa avait aménagé une nurserie de fortune. La gouvernante était déjà là, berçant le petit Miguel dans ses bras. « Il a faim », dit Rosa en préparant du lait dans un biberon. « Eduardo a apporté tout ce dont nous avons besoin hier soir. » Isabella prit le bébé des bras de Rosa, ressentant un étrange mélange d'anxiété et de tendresse. En une seule journée, ce petit inconnu avait complètement bouleversé sa vie ordonnée. « As-tu dormi ?» demanda Rosa en remarquant les cernes sous les yeux d'Isabella. « Pas beaucoup », admit Isabella. « Je n'arrêtais pas de penser à cet appel téléphonique. Qui pouvait ce être et pourquoi maintenant, après toutes ces années ?» Rosa lui tendit le biberon et Isabella commença à nourrir le bébé. Il téta avec empressement, ses yeux noirs fixés sur son visage. « J'y ai réfléchi », dit Rosa hésitamment. « Il y a quelque chose d'autre que tu devrais savoir. Quelque chose que ton père m'a dit avant de mourir. » Isabella leva les yeux brusquement. « Qu'en est-il de mon père ?» Rosa s'assit lourdement au bord du lit. La nuit précédant son décès, il était délirant de fièvre. Il répétait « Les Crescents nous observent. Ils n'oublient jamais. » Je pensais que c'était juste la fièvre qui parlait, mais maintenant, avec ce que nous savons de cet ordre du croissant. « Tu penses que mon père était impliqué dans le même groupe que Miguel ?» demanda Isabella, l'esprit en ébullition. « Je ne sais pas, » admit Rosa. Mais il avait très peur cette nuit-là. Il n'arrêtait pas de dire qu'il était désolé, qu'il n'avait jamais voulu que ça aille si loin. Le bébé termina son biberon et Isabella lui tapa doucement le dos jusqu'à ce qu'il rote. Nous devons découvrir ce qu'est cet ordre du croissant. Après le petit déjeuner, pendant que Rosa surveillait le bébé, Isabella s'enferma dans le vieux bureau de son père. Il était resté en grande partie intact depuis sa mort, conservé comme un musée pour un homme qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Elle commença à fouiller méthodiquement dans les tiroirs de son immense bureau en chêne, puis dans les classeurs et enfin dans les étagères. Rien ne semblait extraordinaire. Registres agricoles, portefeuille de placement, photos de famille. Au moment où elle allait abandonner, elle remarqua quelque chose d'étrange au sujet du grand portrait de famille accroché derrière le bureau. Il montrait son père, sa mère, elle-même adolescente et Miguel vers 25 ans. Le cadre semblait plus épais d'un côté que de l'autre. Avec précaution, elle décrocha le lourd portrait du mur. Derrière se trouvait un petit coffre-fort dissimulé. « Bien sûr, murmura-t-elle. Son père pragmatique aurait eu un coffre-fort, mais elle n'avait jamais su qu'il en existait un. La combinaison serait le défi. Elle essaya l'anniversaire de son père. Rien. L'anniversaire de sa mère. Toujours rien. Enfin, sur un coup de tête, elle essaya la date de la fondation de la ferme que son père avait toujours célébrée avec plus d'enthousiasme que son propre anniversaire. Le coffre-fort s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir et une petite boîte en bois. Les mains d'Isabella tremblaient lorsqu'elle les sortit et les posa sur le bureau. Les pages du journal étaient remplies de l'écriture précise de son père. La plupart des entrées semblaient concerner les affaires agricoles, mais en feuilletant, certains passages attirèrent son attention. Des mentions de l'ordre et des obligations apparaissaient dans des phrases cryptiques qui avaient peu de sens hors contexte. Une entrée d'1 an avant sa mort se démarquait « Monsieur a découvert le grand livre ».
Il pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre. L'ordre exige le silence, mais c'est mon fils. Quelles seront les conséquences si je lui dis la vérité? Et qu'adviendra-t-il de lui si je ne le fais pas? Le cœur d'Isabella battait la chamade. Monsieur devait être Miguel. Et ce grand livre pouvait-ce être ce que Miguel avait découvert sur les activités commerciales de leur père? Elle ouvrit ensuite la boîte en bois. À l'intérieur se trouvait un médaillon en argent sur une chaîne, portant le même symbole que celui sur le bras du bébé. Les deux croissants de lune, dos à dos, avec une étoile au centre. « Madame Torres » appela la voix d'Eduardo, du couloir, brisant sa concentration. « Il y a quelqu'un qui veut vous voir. » Rapidement, Isabella remit le journal et le médaillon dans le coffre-fort, le ferma et raccrocha le portrait à sa place. « Qui est-ce » demanda-t-elle en ouvrant la porte du bureau. « Un docteur James Martinez » répondit Eduardo. « Il dit qu'il est un vieil ami de votre frère. » Isabella se figea. Au cours des années qui avaient suivi la disparition de Miguel, elle avait parlé à ses amis à maintes reprises, à la recherche d'indices, mais elle n'avait jamais entendu parler d'un docteur James Martinez. « Montrez-le-lui dans le salon, dit-elle. J'arrive. » Elle alla d'abord voir le petit Miguel. Le bébé dormait, paisiblement sous les soins attentifs de Rosa. « Gardez-le ici, dit Isabella à Rosa, et restez avec lui. » Dans le salon, un homme grand et aux cheveux grisonnants regardait les photos de famille sur la cheminée. Il se retourna à l'entrée d'Isabella, et elle fut frappée par ses yeux verts intenses. « Madame Torres, dit-il en lui tendant la main. « Merci de me recevoir, je suis James Martinez. »« Vous connaissiez mon frère ?» demanda Isabella en lui serrant la main, mais en restant prudente. « Oui, nous étions collègues, » répondit-il en choisissant ses mots avec soin. « J'ai été hors du pays pendant de nombreuses années, mais je suis récemment rentré et j'ai appris sa disparition. Je voulais présenter mes condoléances et voir s'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour aider. Quelque chose dans son histoire ne sonnait pas juste. Miguel était parti depuis 25 ans. Qui viendrait présenter ses condoléances après tout ce temps? C'est très gentil de votre part, docteur Martinez, mais comme vous pouvez l'imaginer, cela fait longtemps. Nous nous sommes adaptés à son absence, dit Isabella en observant attentivement son visage. Un éclair de quelque chose, de la déception, de l'inquiétude, traversa ses traits. Bien sûr, je comprends. Je voulais juste... Il hésita. Miguel et moi avons travaillé ensemble sur des recherches médicales. Je pensais qu'il avait peut-être laissé certains de nos documents chez vous. Des recherches médicales, répéta Isabella surprise. Son frère avait travaillé à la ferme toute sa vie adulte, pour autant qu'elle le sache. Miguel n'était pas médecin. Le docteur Martinez esquissa un léger sourire. Mais il s'intéressait vivement à la génétique, particulièrement aux marqueurs génétiques rares. Comme un étrange symbole apparaissant sur la peau de quelqu'un, se demanda Isabella, son soupçon grandissant. Cette visite était-elle une coïncidence, survenant juste un jour après l'apparition du bébé? Je crains de ne pas avoir de publication scientifique de mon frère, dit-elle froidement. La plupart de ses effets personnels ont été donnés il y a des années. Je vois. Martinez hocha la tête, l'air déçu. Eh bien, si vous tombez sur quoi que ce soit qui pourrait être lié à notre travail, j'apprécierais un coup de fil. Il lui tendit une carte de visite. Je séjourne à l'hôtel Golden Peaks en ville pendant quelques jours. Alors, qu'il se retournait pour partir, sa manche remonta légèrement, révélant un aperçu de ce qui ressemblait à un tatouage sur son poignet. Isabella n'était pas sûre, mais il semblait étrangement similaire à la marque du bébé. Après le départ du docteur Martinez, Isabella appela immédiatement Clara. « J'ai besoin que tu vérifies quelqu'un pour moi, » dit-elle sans préambule lorsque son ami répondit. « Un docteur James Martinez. Il dit avoir connu Miguel, mais quelque chose me semble louche. Je vais faire une vérification des antécédents, promit Clara. As-tu eu de la chance? Avec le symbole ou le bébé? Peut-être. J'ai trouvé un médaillon avec le même symbole dans le coffre-fort de mon père, ainsi qu'un journal qui mentionne l'ordre. Je pense que mon père était impliqué dans tout ce qui a mis Miguel en difficulté. Isa, ça devient de plus en plus profond à chaque minute, dit Clara, l'inquiétude évidente dans sa voix. Es-tu sûre de ne pas vouloir faire appel aux autorités? Pas encore, insista Isabella. L'appelant a dit 3 jours. Je veux voir quel message arrive ensuite. Après avoir raccroché, Isabella retourna à la chambre du bébé. Le bébé était réveillé maintenant,
ses yeux sombres la suivant lorsqu'elle entra dans la pièce. « Il y a beaucoup plus en toi. Que ce que l'on voit n'est-ce pas petit ?» murmura-t-elle en le prenant dans ses bras. La marque sur son bras semblait ressortir plus vivement aujourd'hui sur sa peau. Rosa entra avec un biberon frais. « Eduardo a dit qu'un docteur est venu en visite. Tout va bien ?»« Je n'en suis pas sûr, » admit Isabella. « Il a prétendu connaître Miguel, a dit qu'ils avaient fait des recherches ensemble sur la génétique. Miguel t'en a-t-il jamais parlé ?» Rosa fronça les sourcils. « Non, jamais, mais, » hésita-t-elle, « il y a eu une période, environ 1 an avant sa disparition, où il s'absentait pendant des jours. Il disait qu'il visitait des expositions agricoles, qu'il apprenait de nouvelles techniques pour la ferme. Mais il revenait toujours différent en quelque sorte, plus sérieux. C'était une nouvelle pour Isabella. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant ? Ça ne semblait pas important, » haussa Rosa les épaules. « Beaucoup de jeunes hommes ont des périodes agitées. Je pensais qu'il avait peut-être rencontré une femme, pour être honnête. Une femme. Miguel avait-il pu avoir une relation dont sa famille ne savait rien? Avait-il pu avoir un enfant, ou même un petit enfant, qui serait maintenant le parent de ce bébé? Je dois retourner en ville, décida soudainement Isabella. Je veux revoir ce docteur Martinez, à mes conditions. Elle appela Eduardo pour préparer la voiture et demanda à Rosa de surveiller attentivement le bébé. « N'ouvre la porte à personne que tu ne connais pas, » lui ordonna-t-elle, « et appelle-moi immédiatement si quelque chose arrive. » L'hôtel. Golden Peaks était l'hébergement le plus luxueux de leur petite ville rurale. Alors qu'Isabella traversait le hall élégant, elle aperçut le docteur Martinez assis au bar, sirotant un verre tout en tapant sur un ordinateur portable. Elle s'approcha directement de lui. « Docteur Martinez, j'aimerais poursuivre notre conversation. » Il leva les yeux, la surprise évidente sur son visage. « Mademoiselle Torres, c'est inattendu. Vous avez mentionné des marqueurs génétiques, » dit-elle, s'asseyant en face de lui sans être invitée. « Qu'est-ce que votre frère et vous recherchiez exactement ?» Martinez ferma lentement son ordinateur portable. « C'est compliqué, essayez-moi. Je suis plus intelligente que je n'en ai l'air. » Un vague sourire effleura ses lèvres. « Je n'en ai jamais douté. Vous avez la même intensité que Miguel. » Il fit signe au serveur d'apporter un autre verre. « Ce que je vais vous dire peut sembler fantastique, mais je vous assure que c'est vrai. » Isabella attendit, le cœur battant. « Votre frère et moi faisions partie d'une équipe de recherche étudiant une anomalie génétique rare qui apparaît dans certaines lignées sanguines, » commença Martinez. « Cette anomalie se manifeste par une hyperpigmentation de la peau, une marque de naissance essentiellement, qui forme un motif spécifique. »« 2 croissants de lune avec une étoile, » dit Isabella sèchement. Les yeux de Martinez s'écarquillèrent légèrement. « Donc vous êtes au courant. Ce que je sais, c'est que mon frère avait cette marque, et maintenant, 25 ans après sa disparition, un bébé avec la même marque est apparu dans ma vie, » dit Isabella observant attentivement sa réaction. « Ce que je ne sais pas, c'est ce que ça signifie. » Martinez pâlit visiblement. « Un bébé? Avec la marque? C'est impossible. Et pourtant il existe, » rétorqua Isabella. « Donc, soit vous allez me dire à quoi votre frère et vous étiez vraiment impliqués, soit je vais commencer à appeler toutes les institutions de recherche du pays pour savoir qui vous êtes vraiment. » Pendant un long moment, Martinez resta silencieux regardant son verre. Finalement, il leva les yeux, sa décision prise. « L'Ordre du Croissant n'est pas un groupe de recherche médicale, mademoiselle Torres. Il est beaucoup plus ancien et beaucoup plus secret que ça. La marque est son symbole, transmise de génération en génération au sein de certaines familles. »« Comme une secte ?» demanda Isabella avec scepticisme. « Plutôt comme une société secrète, » corrigea Martinez, « datant de plusieurs siècles. L'ordre a été formé pour protéger certaines connaissances, des connaissances qui pourraient être dangereuses entre de mauvaises mains. »« Quel genre de connaissances ?» Martinez hésita. « Le genre de connaissances qui change votre façon de voir le monde. Votre frère a découvert quelque chose qui menaçait de puissants membres de l'ordre, quelque chose dans les dossiers de votre père. Le registre, » murmura Isabella, se souvenant de l'entrée du journal. « Oui, » hocha la tête Martinez. « Le registre contient des preuves de transactions que certains membres de l'ordre préféreraient garder cachées. Des transactions impliquant les terres de votre famille. Qu'en est-il de ma terre ?» demanda Isabella, sa voix s'élevant légèrement.
Pas la surface, dit Martinez doucement. Ce qui se trouve en dessous. La propriété de votre famille repose sur quelque chose de précieux, quelque chose que l'ordre protège depuis des générations. Avant qu'il ne puisse s'expliquer davantage, le téléphone de Martinez vibra. Il jeta un coup d'œil et son expression changea en une expression d'alarme. « Nous devons partir », dit-il avec urgence, se levant et jetant de l'argent sur la table. « Maintenant. »« Quoi? Pourquoi ?» demanda Isabella, ne bougeant pas. « Parce qu'ils savent que je vous parle, » dit-il, lui saisissant le bras. « Et ils arrivent. »« Qui arrive ?» demanda Isabella, se dégageant de son emprise. « Les mêmes personnes qui ont pris votre frère, » dit Martinez sombrement. « Et s'ils nous trouvent ensemble, ils supposeront que je vous ai tout dit, ce qui met nos deux vies en danger. » Le téléphone d'Isabella sonna. C'était Rosa, sa voix frénétique. « Mademoiselle Torres, 2 hommes viennent d'arriver dans un SUV noir. Ils disent d'eux qu'ils sont des services de protection de l'enfance, mais ils n'ont aucune identification. Eduardo les retient, mais la ligne se coupa. Le bébé, haleta Isabella, courant déjà vers la porte. Ils sont après le bébé. Martinez la rattrapa sur le parking. « Laissez-moi venir avec vous, je peux aider. »« Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda Isabella, déverrouillant sa voiture. « Parce que Miguel l'a fait, » répondit simplement Martinez. « Et en ce moment, vous avez besoin de tous les alliés possibles. » Isabella hésita un instant, puis hocha la tête. « Montez. » Alors qu'ils fonçaient vers l'hacienda, Martinez expliqua ce qu'il savait. L'ordre a des factions. Certains veulent utiliser leurs connaissances pour le pouvoir et la richesse. D'autres, comme Miguel et moi, pensons qu'elles devraient être utilisées pour aider les gens. Lorsque Miguel a trouvé le registre, il a découvert que des membres de la faction du pouvoir, y compris certains en qui il avait confiance, planifiaient quelque chose de grand. « Qu'est-ce que ça a à voir avec le bébé ?» demanda Isabella, les jointures blanches sur le volant. « Je ne sais pas, » admit Martinez. « La marque est héréditaire. Elle n'apparaît que dans certaines lignées sanguines au sein de l'ordre. Si le bébé l'a... » Il n'acheva pas sa pensée. Ils arrivèrent à l'hacienda juste au moment où un SUV noir s'éloignait à toute vitesse de la longue allée. Isabella freina brusquement et sauta hors de la voiture. « Rosa !» cria-t-elle en courant dans la maison. « Eduardo !» Elle les trouva dans le salon. Eduardo avait une coupure au front et Rosa sanglotait sans pouvoir s'arrêter. « Ils l'ont pris !» pleura Rosa. « Ils ont pris le bébé. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont poussé. » Eduardo a essayé de se battre, mais l'un d'eux avait une arme. Isabella sentit son monde basculer. En seulement 2 jours, le mystérieux bébé était devenu précieux pour elle, un lien avec son frère perdu et une vie innocente qu'elle était déterminée à protéger. « Ont-ils dit quelque chose ?» demanda Martinez en examinant la coupure sur la tête d'Eduardo. « Ils ont dit de dire à Mademoiselle Torres que le bébé appartient à l'ordre, » répondit Eduardo sombrement, « et qu'elle devrait oublier qu'elle l'a jamais vu ou elle finira comme son frère. » Le téléphone d'Isabella sonna de nouveau. Numéro inconnu. Les mains tremblantes, elle répondit et le mit sur haut-parleur. « Bonjour Isabella. » C'était une voix différente de celle d'avant, douce et cultivée. « Je crois que nous devons avoir une conversation sur l'histoire familiale. Qui êtes-vous » demanda Isabella. « Où est le bébé ?»« L'enfant est en sécurité. » La voix la rassura. « Pour l'instant. Son avenir dépend de votre coopération. » Martinez lui fit signe de maintenir l'appelant en ligne. « Que voulez-vous » demanda Isabella. « Le grand livre » répondit la voix. « Celui que votre père tenait, celui que votre frère a trouvé. Apportez-le au vieux pont Thompson à minuit. Venez seul et l'enfant vous sera rendu sain et sauf. Comment puis-je savoir que vous tiendrez parole ?» demanda Isabella. « Vous ne le pouvez pas, » dit simplement la voix. « Mais vous n'avez pas le choix. Minuit, Isabella. Ne soyez pas en retard. » La communication fut coupée. Martinez avait l'air grave. « Ils sont après le grand livre. Il doit contenir quelque chose de vraiment compromettant. »« Je ne sais même pas de quel grand livre il parle, » dit Isabella, frustrée. « Le journal de mon père en faisait mention, mais je n'ai trouvé aucun grand livre. »« Il nous reste quelques heures avant minuit, » dit Martinez. « Nous devons chercher à nouveau. Et nous avons besoin d'un plan, car ils n'ont aucune intention de vous laisser repartir vivante de ce pont. » Isabella le regarda, la détermination durcissant ses traits. « Alors nous ferions mieux de nous assurer que je ne suis pas la seule à me présenter. »
Elle se tourna vers Eduardo. « Appelez tous les travailleurs du domaine. Dites-leur que j'ai besoin d'eux ce soir. Et Clara, appelez Clara et dites-lui d'amener quiconque elle a confiance. » Pendant qu'Eduardo passait les appels, Isabella ramena Martinez dans le bureau de son père. « Nous devons trouver ce grand livre, dit-elle, écartant le portrait, pour révéler à nouveau le coffre-fort. Quels que soient les secrets pour lesquels mon père et mon frère sont morts, il est temps qu'ils soient révélés. » Alors qu'il commençait à fouiller le bureau centimètre par centimètre, Isabella pensait au bébé, le petit Miguel, maintenant entre les mains de personnes qui avaient probablement assassiné son frère. Elle avait échoué à le protéger une fois. Elle n'échouerait plus. Dehors, le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur l'hacienda. Dans quelques heures, Isabella ferait face aux personnes qui avaient enlevé non pas un, mais 2 membres de sa famille. Et cette fois, elle était déterminée à obtenir des réponses, quel qu'en soit le coût. Le temps pressait. Isabella et le docteur Martinez avaient mis sens dessus-dessous le bureau de son père, à la recherche du mystérieux. Grand livre, mais n'avaient rien trouvé. Chaque tiroir avait été vidé, chaque livre retiré des étagères, chaque plancher testé pour les espaces creux en dessous. « Il doit être quelque part ici, » dit Isabella, la frustration évidente dans sa voix. Elle regarda sa montre. 22h30. Moins de 2 heures avant la rencontre de minuit au pont Thompson. Si votre père était aussi prudent que je le pense, il ne l'aurait pas gardé dans un endroit évident, dit Martinez, se passant une main dans les cheveux. Réfléchissez, Isabella. Y avait-il un endroit spécial pour lui, un endroit que lui seul connaissait? Isabella ferma les yeux, réfléchissant intensément. Son père avait été un homme discret, dévoué à la ferme et à l'héritage familial. Qu'est-ce qui aurait été sacré pour lui? La chapelle, dit-elle soudainement, les yeux grands ouverts. La chapelle familiale à l'est de Bissau, la propriété. Mon père y allait tous les dimanches, seul, même lorsque ma mère était vivante. Il insistait sur un temps de prière privé. Martinez hocha la tête. Cela vaut la peine de vérifier. Ils se hâtèrent dehors, où Eduardo avait rassemblé une vingtaine de travailleurs agricoles, tous loyaux à la famille Torres depuis des générations. Beaucoup tenaient des fusils de chasse ou des fusils de chasse, équipement standard pour les agriculteurs ruraux, mais qui ressemblait maintenant à une milice improvisée. « Des nouvelles » demanda Eduardo, la coupure sur son front maintenant. « Bandez. Nous allons vérifier la chapelle, » lui dit Isabella. « Continuez à organiser les hommes. Clara devrait arriver bientôt avec ses gens. » Mademoiselle Torres, un des travailleurs les plus âgés, Manuel, s'avança. « Quel que soit le problème dans lequel vous vous trouvez, nous sommes avec vous. La famille Torres a toujours été bonne pour nous. » Isabella ressentit une vague de gratitude. « Merci, Manuel. Vous tous. Je vous expliquerai tout bientôt, mais d'abord nous devons trouver quelque chose d'important. » Elle et Martinez prirent un ATV agricole robuste jusqu'à la petite chapelle en pierre qui se trouvait sur une douce colline surplombant les champs orientaux. Construite par le grand-père d'Isabella, c'était un bâtiment simple avec 6 bancs, un autel et de magnifiques vitraux représentant des scènes de la vie rurale plutôt que des histoires bibliques. La porte grinça lorsqu'ils entrèrent. Des particules de poussière dansaient dans le faisceau de la lampe torche de Martinez. « Que cherchons-nous exactement ?» demanda Martinez, balayant la lumière sur le simple autel en bois. « Je ne sais pas, » admit Isabella. « Mais mon père venait ici chaque semaine aussi loin que je me souvienne. S'il avait quelque chose à cacher à la famille, ce serait l'endroit. » Elle passa sa main le long de l'autel, cherchant des irrégularités. Rien ne semblait déplacé. Le bois était lisse, usé par des années d'utilisation. Martinez examina attentivement les bancs, vérifiant sous chacun d'eux. Rien ici. Les yeux d'Isabella se posèrent sur la petite croix accrochée au mur derrière l'autel. Contrairement à la simplicité rustique du reste de la chapelle, la croix était en argent poli, brillant même dans la faible lumière. « Cette croix, » dit-elle, se dirigeant vers elle. « C'était un cadeau de mon grand-père à mon père lorsqu'il a repris la ferme. Mon père la chérissait. » Elle leva la main et décrocha soigneusement la croix du mur. Elle était plus lourde qu'elle. Ça n'en avait l'air. La retournant dans ses mains, elle remarqua une petite couture presque invisible le long du dos. « Il y a quelque chose à l'intérieur, » dit-elle, le cœur battant. Elle pressa son ongle dans la couture et avec un léger clic,
L'arrière de la croix s'ouvrit comme un médaillon. À l'intérieur se trouvait une petite clé. « Ça doit être ça », dit Martinez, l'excitation dans la voix. « Mais qu'ouvre-t-elle » Isabella recula, regardant la chapelle avec des yeux neufs. L'autel. L'autel était le centre de la foi de son père, le point central de ses pèlerinages hebdomadaires. Dans ce lieu tranquille, « Aidez-moi à déplacer ceci, dit-elle, posant ses mains d'un côté du lourd autel en bois. Martinez prit l'autre côté, et ensemble, ils le repoussèrent du mur. Révélé dans le sol en dessous, se trouvait une petite plaque métallique carrée avec un trou de serrure. « Bingo !» murmura Martinez. Les mains tremblantes, Isabella inséra la clé et la tourna. La plaque métallique claqua, et elle put la soulever, révélant un petit compartiment, en dessous. À l'intérieur se trouvait un livre relié en cuir, semblable au journal qu'elle avait trouvé dans le coffre-fort, mais plus grand et plus usé. « Le grand livre ?» dit-elle, le soulevant soigneusement. Ils rapportèrent leur butin à la maison principale, où Clara était arrivée avec 3 hommes, 2 agents de sécurité privés qu'elle engageait parfois pour des affaires de grande envergure, et son frère, qui était le shérif du comté. « Isa, c'est fou !» dit Clara en embrassant son amie. « Tu me dis qu'une société secrète a enlevé un bébé de ta ferme et que ton frère a peut-être été tué par ces mêmes personnes il y a 25 ans? Je sais ce que ça a l'air, reconnut Isabella. Mais c'est vrai, et nous avons trouvé ce qu'ils veulent. Elle montra le grand livre. Devrions-nous l'ouvrir? Demanda Martinez. Isabella hocha la tête. Voyons ce qui vaut la peine de tuer pour. Ils se rassemblèrent dans la salle à manger, où Isabella posa soigneusement le grand livre sur la table et l'ouvrit. Les pages étaient remplies de colonnes de chiffres, de dates et de notations cryptiques, toutes dans l'écriture précise de son père. « Cela ressemble à des documents financiers, » dit Clara en regardant les inscriptions, « mais certains de ces chiffres sont astronomiques pour une ferme, même aussi prospère que la vôtre. » Martinez pointa une notation récurrente. « Foncez haut. » Elle apparaissait à côté de certaines des plus grosses transactions. « L'ordre du croissant, » dit-il avec gravité. « Votre père leur transférait de l'argent. » Isabella tourna les pages, sa confusion grandissant. « Mais à quoi servait cet argent? Et quel est le lien avec notre terre? » Le shérif Tom Mendoza, le frère de Clara, était resté silencieux jusqu'à présent, son instinct d'agent des forces de l'ordre le rendant prudent. « Mademoiselle Torres, si vous pensez que votre frère a été assassiné et qu'un bébé a maintenant été enlevé, nous devons faire appel à la police de l'État, peut-être même au FBI. »« Nous le ferons, » promit Isabella. « Mais d'abord, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, et j'ai besoin de récupérer ce bébé. » Elle continua à feuilleter le grand livre jusqu'à ce qu'elle atteigne une section près du dos où les inscriptions financières cédaient la place à des cartes et à ce qui ressemblait à des études géologiques. Une page montrait un dessin détaillé de la propriété Torres avec une zone dans la section est entourée en rouge. « C'est près de la chapelle, » dit Isabella, la reconnaissance se faisant jour. « Qu'y a-t-il de si spécial dans cette zone ?» Martinez étudia attentivement la carte. Ces notations, elles indiquent des gisements de minerais très spécifiques. Il leva les yeux, son expression grave. Des terres rares, certaines des matières les plus précieuses de la planète, essentielles pour tout, des smartphones aux équipements militaires. « Qu'êtes-vous en train de dire qu'il y a une mine précieuse sous ma ferme ?» demanda Isabella stupéfaite. « Pas seulement précieuse, » répondit Martinez. « Stratégique. Le genre de ressources pour lequel des nations pourraient se faire la guerre. » Il pointa d'autres notations dans les marges. « Celle-ci indique que votre père a découvert les gisements il y a des décennies, mais les a gardés secrets. L'ordre du croissant doit l'avoir aidé à cacher cette découverte au gouvernement, aux sociétés minières, à tout le monde. »« Mais pourquoi ?» demanda Isabella. « Pourquoi ne pas l'exploiter et devenir encore plus riche ?»« Parce que certaines choses sont plus précieuses que l'argent, » dit Martinez calmement. Le contrôle, le pouvoir. Quiconque contrôle l'approvisionnement mondial de certaines terres rares contrôle essentiellement l'avenir de la technologie. Clara sembla sceptique. Cela ressemble à une théorie du complot. L'ordre du croissant existe depuis des siècles, expliqua Martinez. Ils se sont toujours positionnés au carrefour du savoir et du pouvoir. Dans le passé, il s'agissait de manuscrits religieux, de secrets politiques. Aujourd'hui, il s'agit de ressources comme celle-ci.
L'esprit d'Isabella était en ébullition. Donc mon père a trouvé ces gisements et a conclu une sorte d'accord avec l'ordre. Mais ensuite, quelque chose a mal tourné. Miguel a découvert, hocha la tête Martinez. Et il n'était pas d'accord pour garder ce secret. C'est à ce moment-là qu'il est venu me voir. Nous allions exposer toute l'opération. Mais avant que vous ne puissiez le faire, il a disparu, termina Isabella pour lui. Et maintenant, 25 ans plus tard, un bébé avec la même marque apparaît dans ma ferme. Elle regarda Martinez brusquement. Vous n'avez toujours pas expliqué ça. Comment un bébé peut-il avoir la même marque? Martinez hésita. La marque apparaît génétiquement dans certaines familles de l'ordre. Il est possible que ce bébé vous soit apparenté, d'une certaine manière. Apparenté comment? Insista Isabella. Je ne peux pas être sûr, admit Martinez. Mais compte tenu du timing et des circonstances, il prit une profonde inspiration. Je pense que le bébé pourrait être le petit-fils de votre frère. Isabella le fixa. C'est impossible. Miguel aurait dû avoir un enfant peu de temps avant. Sa disparition, et cet enfant devrait être assez âgé maintenant pour avoir un bébé. Oui, acquiesça Martinez, exactement. Les implications frappèrent Isabella comme un coup physique. Êtes-vous en train de dire que Miguel a peut-être eu un enfant que je n'ai jamais connu et qu'il ne serait peut-être pas mort? Je ne sais pas, dit Martinez, son expression sombre. Mais c'est une possibilité que nous devons envisager. Le shérif Mendoza vérifia sa montre. Il est 11h15. Si vous voulez assister à cette réunion au pont Thompson, nous devons partir bientôt. Isabella ferma le registre, la détermination durcissant ses traits. Nous avons besoin d'un plan. Je ne vais pas simplement remettre ça sans garantie pour la sécurité du bébé. Pendant les 15 minutes suivantes, ils élaborèrent une stratégie. Eduardo et ses hommes se positionneraient dans les bois autour du pont, hors de vue mais prêts à fournir un soutien. Le shérif Mendoza et l'un des gardes de sécurité de Clara seraient au plus près d'Isabella, cachés mais à portée pour intervenir. Clara et Martinez resteraient à l'hacienda avec l'autre garde de sécurité, au cas où la réunion serait une diversion pour une autre attaque contre la maison. « Prenez ceci », dit Martinez, en tendant à Isabella un petit objet qui ressemblait à une épingle à cravate. C'est un bloqueur de signal. S'ils essaient de faire exploser quoi que ce soit à distance ou de brouiller les communications, cela va les perturber. Une vieille astuce de l'ordre. Isabella leva un sourcil. Vous, les gens de l'ordre, êtes certainement bien préparés. Nous ne sommes pas tous des ennemis, dit Martinez doucement. Certains d'entre nous essaient de réformer l'ordre de l'intérieur depuis des générations. À 11h40, ils partirent pour le pont Thompson, une vieille structure en pierre qui traversait la rivière au bord de la propriété Torres. La nuit était claire et fraîche. Avec un 3/4 de lune fournissant suffisamment de lumière pour voir, Isabella gara sa voiture à l'entrée du pont et descendit, le registre sous le bras. Elle pouvait sentir le poids de nombreux regards. Sur elle, ces gens dans les bois, et sans aucun doute d'autres, observant depuis les ombres. À minuit précisément, des phares apparurent de l'autre côté du pont. Qu'un SUV noir s'approcha et s'arrêta. La portière conducteur s'ouvrit et une femme grande et élégante en sortit. Même à distance, Isabella pouvait voir qu'elle était impeccablement vêtue d'un tailleur, ses cheveux argentés brillants au clair de lune. « Isabella Torres », appela la femme, sa voix portant facilement à travers la distance. « Je vois que vous avez trouvé le petit trésor de votre père. Apportez-le ici. »« Où est le bébé ?» demanda Isabella sans bouger. La femme ouvrit la portière arrière du SUV et tendit la main. Lorsqu'elle se redressa, elle tenait le petit Miguel qui semblait dormir paisiblement. « Il va bien », la femme l'assura. « Nous n'avons aucun intérêt à nuire à un enfant de l'ordre. Maintenant, le registre, s'il vous plaît. »« Qui êtes-vous » demanda Isabella, faisant quelques pas sur le pont mais s'arrêtant à mi-chemin. « Je m'appelle Elena Vega », répondit la femme. « J'étais une amie de votre père et un membre senior de l'Ordre du Croissant. Si vous étiez son ami, pourquoi menacer sa famille? Pourquoi kidnapper un bébé innocent ?» Elena soupira, le son, audible même à travers la distance. « Votre père comprenait l'importance de ce qui se trouve sous vos terres. Il a accepté d'en être le gardien. Lorsque votre frère a trahi cette confiance, des mesures ont dû être prises. » Un frisson parcourut l'échine d'Isabella. « Avez-vous tué mon frère ?»« Miguel a fait son choix, » dit Elena froidement. « Tout comme vous devez faire le vôtre maintenant. »
Le registre pour l'enfant, ce sont les termes. Isabella fit quelques pas de plus en avant, puis s'arrêta de nouveau. Dites-moi une chose d'abord. Ce bébé, est-il apparenté à Miguel? Quelque chose scintilla sur le visage d'Elena. La surprise peut-être, ou un respect forcé. Vous avez compris plus que je ne l'espérais. Oui, l'enfant est le petit-fils de votre frère. Donc Miguel a eu un enfant, dit Isabella, sa voix épaisse d'émotion. Et il est toujours en vie. Le registre, Isabella, répéta Elena, ignorant la question. Ma patience s'épuise. Isabella atteignit le milieu du pont et s'arrêta. Posez le bébé par terre doucement, puis reculez vers votre voiture. Quand je verrai qu'il est en sécurité, je placerai le registre sur le pont et je reculerai. Elena réfléchit un instant, puis acquiesça. Avec précaution, elle déposa le bébé endormi par terre, enveloppé dans une couverture. Elle se redressa et fit 3 pas en arrière. Isabella avança prudemment, plaça le registre sur la surface en pierre du pont, puis ramassa rapidement le bébé et recula. Le petit Miguel bougea, mais ne se réveilla pas. Elena s'approcha et prit le registre, le feuilletant rapidement, pour confirmer qu'il était authentique. « Le plaisir de faire affaire avec vous, Madame Torres, » dit-elle avec un sourire froid. « Bien que je devrais vous avertir, ce n'est pas fini. L'ordre a protégé le secret de vos terres pendant des décennies. Nous continuerons à le faire, avec ou sans votre coopération. Si mon frère est vivant, dit Isabella fermement, je le retrouverai. Et si votre ordre s'approche à nouveau de cet enfant, vous le regretterez. » Elena rit. « Des paroles audacieuses. Vous êtes la fille de votre père, après tout. » Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Oh, et une dernière chose. Le docteur Martinez n'est pas tout à fait ce qu'il prétend être. Vous pourriez vouloir lui demander son vrai rôle dans la disparition de votre frère. » Avant qu'Isabella ne puisse répondre, le bruit d'un moteur qui rugissait brisa le silence tendu. Mais il ne venait pas du SUV d'Elena. Des arbres du côté d'Isabella du pont, une moto jaillit, un conducteur casqué penché bas sur le guidon, fonçant droit sur elle. La tête d'Elena se tourna brusquement, son calme se brisant pour la première fois. « Arrêtez-le » cria-t-elle, à quelqu'un qu'Isabella ne pouvait pas voir. La moto rugit près d'Isabella, le conducteur si près qu'elle aurait pu tendre la main et le toucher. En passant, il tourna légèrement la tête et à travers la visière du casque, leurs yeux se croisèrent une fraction de seconde. Le cœur d'Isabella s'arrêta. Malgré les années, malgré les ténèbres, elle connaissait ses yeux. Elena était déjà en train de courir vers son SUV, le registre serré contre sa poitrine. « Tirez sur lui !» hurlait-elle. « Ne le laissez pas s'échapper à nouveau !» La nuit éclata en coups de feu. La moto vira lorsque le conducteur, Miguel, se baissa, mais continua, droit vers Elena. Au dernier moment, la main du conducteur se tendit, arrachant le registre des mains d'Elena alors qu'il passait près d'elle, la laissant les mains vides et furieuses. « Isabella, courez !» appela la voix du shérif Mendoza des arbres. « Mettez le bébé en sécurité !» Isabella n'avait pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Serrant le petit Miguel contre sa poitrine, elle courut sur le pont vers sa voiture. Derrière elle, d'autres coups de feu retentirent alors qu'Eduardo et ses hommes échangèrent des tirs avec les hommes d'Elena. Elle atteignit sa voiture au moment même où Clara arriva dans son propre véhicule, les pneus grinçants. « Montez !» cria Clara. « Eduardo a appelé la maison, il y a des problèmes. » Isabella sauta dans la voiture de Clara, tenant toujours le bébé, qui avait étonnamment dormi pendant le chaos. Que s'est-il passé? Où est Martinez? Parti, dit Clara sombrement, accélérant vers l'hacienda. Il a assommé mon garde de sécurité et s'est enfui dès que vous êtes parti. Il nous jouait, Isa. L'esprit d'Isabella tourbillonnait. L'avertissement d'Elena concernant Martinez, le mystérieux motard qui aurait pu être Miguel, c'était trop à traiter, le sais. Registre, commença-t-elle. Votre mystérieux motard là maintenant, dit Clara. Eduardo a dit qu'il s'était enfui proprement, en direction de l'Est. Isabella regarda le bébé endormi dans ses bras, les marques sur son petit bras visibles, au clair de lune. « Et, répéta-t-elle doucement, vers la chapelle, vers ce qui est enterré sous mes terres. Au moment où elles atteignirent l'hacienda, l'endroit était en chaos. Plusieurs hommes d'Elena avaient attaqué pendant que la force principale était au pont, mais les ouvriers restants d'Eduardo les avaient repoussés. 2 des hommes d'Elena
avait été capturé et était gardé dans la grange. « Allez-vous bien ?» demanda Rosa anxieusement, se précipitant pour vérifier le bébé dès qu'Isabella entra dans la maison. « Nous allons bien », l'assura Isabella, passant le petit Miguel dans les mains compétentes de la gouvernante. « Mais nous devons aller à la chapelle, maintenant. »« La chapelle ?» Rosa avait l'air confuse. « Pourquoi ?»« Parce que je pense que c'est là que nous trouverons des réponses, » dit Isabella, déjà en train de ressortir. « Et peut-être mon frère. » Clara et le shérif Mendoza insistèrent pour l'accompagner. Ils prirent la voiture de police de Mendoza, son puissant moteur engloutissant la distance, jusqu'à la petite chapelle à l'extrémité est de la propriété. En s'approchant, ils purent voir une faible lumière vaciller à l'intérieur, des bougies ou peut-être une lampe torche. Égarée à l'extérieur se trouvait une moto. « Restez en arrière », avertit le shérif Mendoza, dégainant son arme de service. « Laissez-moi passer en premier. »« Non », dit fermement Isabella. « Si c'est mon frère qui est là-dedans, je vais entrer, en premier. » Avant que l'un d'eux ne puisse l'arrêter, elle était sortie de la voiture et courait vers la chapelle. Elle poussa la porte et entra. L'autel avait été déplacé à nouveau, et le compartiment caché dans le sol était ouvert. Mais maintenant, la plaque métallique avait été entièrement retirée, révélant un escalier étroit descendant dans les ténèbres. Et debout à côté de cette ouverture, tenant une lampe torche d'une main et le registre de l'autre, se trouvait un homme qu'Isabella n'avait pas vu depuis 25 ans, plus âgé avec des mèches grises dans ses cheveux noirs et de nouvelles lignes sur son visage, mais indubitablement son frère. « Miguel », murmura-t-elle, la voix brisée. Il leva les yeux, ses yeux, les mêmes yeux qu'elle avait vus à travers la visière du casque, s'écarquillant de surprise, puis s'adoucissant d'émotion. « Isabella », dit-il, sa voix plus rauque qu'elle, ne s'en souvenait. « Vous n'étiez pas censé être là, ce n'est pas sûr. Vous non plus, apparemment, » répondit-elle, faisant un pas vers lui. « Pendant 25 ans, Miguel, 25 ans où nous avons pensé que vous étiez mort. Je suis désolé, » dit-il, un véritable regret dans la voix. « Je n'avais pas le choix. Quand j'ai découvert ce qui était caché ici, ce que Père avait protégé, ils ont essayé de me tuer. Martinez m'a trahi auprès de l'ordre. J'ai dû disparaître, trouver des alliés, planifier. »« Et le bébé ?» demanda Isabella. « Elena a dit que c'est votre petit-fils. » L'expression de Miguel changea, s'adoucissant davantage. « Vous l'avez donc retrouvé. Nous espérions que ce serait le cas. Ma fille l'y a laissé pour que vous le trouviez. »« Votre fille ?» répéta Isabella, stupéfaite. « Vous avez une fille ? J'ai rencontré sa mère juste avant que tout n'arrive, » expliqua Miguel. « Elle était déjà enceinte lorsque j'ai dû disparaître. Je ne le savais même pas avant des années plus tard, lorsqu'elle m'a retrouvé. » Sa voix se brisa légèrement. « Sophia, ma fille, elle est maintenant en danger. L'ordre a découvert. Son existence, celle du bébé. Nous devions assurer sa sécurité pendant que nous nous occupions d'Elena et de sa faction. Donc, vous vous êtes servi de moi, » dit Isabella, la douleur colorant sa voix. « Vous avez laissé votre propre petit-fils pour que je le retrouve, sans aucune explication, sachant que ces gens dangereux allaient venir après lui. Nous l'avons confié à la seule personne dont nous savions qu'elle le protégerait au péril. De sa vie, » corrigea Miguel doucement. « Et nous nous sommes assurés que vous ayez suffisamment d'indices pour comprendre ce qui se passait. Le symbole, l'appel, tout était destiné à vous préparer. »« Me préparer à quoi ?» demanda Isabella. Miguel fit un geste vers l'escalier ouvert. « À cela, à la vérité sur l'héritage de notre famille. » Dehors, on entendit le bruit de véhicules qui approchaient, plusieurs moteurs, de plus en plus forts. « Ils arrivent, » dit Miguel avec urgence. « Elena et ses gens. Et probablement Martinez aussi. Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Le shérif Mendoza et Clara firent irruption dans la chapelle. « Isa, on a de la visite, » dit Mendoza d'un ton sombre. « Beaucoup de visites. » Miguel regarda sa sœur intensément. « J'ai besoin que tu me fasses confiance, Isa. Une dernière fois. Viendras-tu avec moi? Verras-tu ce que notre père a protégé toutes ces années ?» Isabella regarda son frère, le fantôme revenu à la vie, et ressentit 25 ans de chagrin et de questions tourbillonner en elle. Mais sous tout cela se trouvait le lien qu'ils avaient à se partager depuis l'enfance, un lien que même la mort, ou l'illusion de la mort, ne pouvait briser. « Oui, » dit-elle avec décision. « Montre-moi. » Miguel hocha la tête.
le soulagement, visible sur son visage. Il se tourna vers Clara et Mendoza. « Pouvez-vous les retenir? Juste quelques minutes ?» Mendoza vérifia son arme. « On va faire de notre mieux, mais soyez rapides. » Alors que Clara et Mendoza prenaient des positions défensives aux portes de la chapelle, Miguel conduisit Isabella dans les escaliers étroits, le faisceau de sa lampe de poche illuminant les murs de pierre rugueux qui cédaient la place à ce qui semblait être un système de grottes naturelles. « Notre père a découvert cet endroit lorsqu'il était jeune homme, » expliqua Miguel tandis qu'il descendait. Au début, il pensait que c'était juste une grotte, mais ensuite, il a trouvé autre chose. L'escalier se termina, débouchant sur une chambre plus grande. Miguel éclaira les alentours, révélant des murs couverts de symboles, le même, motif de croissant et d'étoiles qui marquaient le bras du bébé, mais disposés en motifs complexes, comme un ancien système d'écriture. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda Isabella, la voix étouffée d'émerveillement. « L'ordre appelle cela un point nexus, » répondit Miguel, « l'un des nombreux à travers le monde, des endroits où le tissu entre les réalités est mince. » Isabella le regarda avec scepticisme. « Des réalités? De quoi parlez-vous » Miguel plaça le registre sur une pierre plate qui ressemblait à un autel et l'ouvrit à la dernière page, une page qu'Isabella n'avait pas vue, avec un diagramme complexe, qui correspondait aux symboles sur les murs. Les éléments de terre rares dans le sol ici ne sont pas seulement précieux pour la technologie, expliqua-t-il. Ils possèdent des propriétés que la science ne peut pas encore expliquer. L'ordre les connaît depuis des siècles, à garder des endroits comme celui-ci pour empêcher certaines connaissances de se répandre avant que l'humanité ne soit prête. D'en haut, ils entendirent le bruit des coups de feu. La confrontation avait commencé. « Le symbole », insista Isabella, essayant de comprendre. « La marque sur votre bras, sur le bras du bébé. Qu'est-ce que cela signifie ?» Miguel retroussa sa manche, révélant la marque familière du double croissant. Elle marque ceux qui peuvent activer le nexus. C'est génétique, transmis à travers certaines lignées familiales. Notre père l'avait aussi, bien que la sienne était plus faible. Votre lignée ne porte pas le marqueur, mais la mienne, oui. Et maintenant, mon petit-fils aussi. Davantage de coups de feu d'en haut, plus proches maintenant. Ils étaient à court de temps. Miguel, quoi qu'il en soit, nous devons y aller, pressa Isabella. Nous devons retourner auprès du bébé, auprès de votre petit-fils. Il y a c'est autre chose que vous devez voir, insista Miguel, s'enfonçant plus profondément dans la chambre. Au fond se trouvait ce qui ressemblait à une mare d'eau noire et immobile, parfaitement circulaire et anormalement lisse. C'est pourquoi ils veulent le registre, dit Miguel, la voix basse, parce que notre père a trouvé comment contrôler le Nexus, comment l'utiliser non seulement comme une porte, mais comme une arme. Isabella fixa la mare, un sentiment d'inquiétude la submergeant. Une arme? L'ordre a des factions, comme vous l'avez découvert, continua Miguel. La faction d'Elena veut utiliser le Nexus pour prendre le pouvoir, politique, financier, peut-être même militaire. Elle planifie cela depuis des décennies, se positionnant dans les gouvernements, les entreprises, partout. Un fracas d'en haut indiqua que les portes de la chapelle avaient été enfoncées. « Miguel, nous devons partir », insista Isabella. « Pas encore », dit-il, la voix soudainement dure. Il sortit quelque chose de sa poche, un petit objet qui ressemblait à une boussole, mais avec le symbole du croissant sur sa face. « Je dois le détruire, Isa. C'est la seule façon de les empêcher de l'utiliser. » La compréhension apparut à Isabella avec une clarté horrible. « C'est pourquoi vous avez disparu. Vous ne fuyiez pas. Vous planifiez tout cela depuis le début. » Le visage de Miguel était sombre. Notre père a essayé de maintenir l'équilibre, de s'assurer qu'aucune faction ne prenne trop de pouvoir. Mais après sa mort, les choses ont changé. L'ordre a commencé à se corrompre, à avoir faim de pouvoir plutôt que de connaissances. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Des pas dans l'escalier, quelqu'un arrivait. « Ma fille, Sofia », dit Miguel avec urgence, pressant la boussole dans la main d'Isabella. « Elle viendra pour son fils. Dis-lui que j'ai réussi. Dis-lui que c'est fini. » « Miguel, non, dit Isabella, soudainement effrayée par ce que son frère envisageait de faire. Quoi que vous pensiez faire, mais Miguel se dirigeait déjà vers la mare noire, le registre à la main. « Je suis désolé, Isa, pour tout. Prends soin d'eux. » Avant qu'elle ne puisse l'arrêter, Miguel fit un pas dans la mare noire et disparut sous sa surface, emportant le registre avec lui.
L'eau resta anormalement calme, comme si rien ne l'avait troublée. « Non !» cria Isabella, se jetant vers la mare, mais de forts bras la saisirent par derrière. « Il est trop tard, dit la voix de Martinez à son oreille. Il est parti. Encore une fois. » Isabella se retourna pour le faire face, la rage et le chagrin la rendant imprudente. « Vous l'avez trahi. » Étonnamment, le visage de Martinez ne montrait pas de triomphe, mais de la tristesse. « Non, Isabella, je n'ai jamais trahi Miguel. Je l'ai aidé tout du long. » De l'escalier vint la voix d'Elena, froide de fureur. « Martinez, avez-vous le registre? L'avez-vous arrêté ?» Martinez répondit. « Il est parti. Il a emporté le registre dans le Nexus. » Elena apparut à l'entrée de la chambre, son apparence élégante maintenant ébouriffée, un pistolet à la main. « Imbécile, savez-vous ce que vous avez fait ?» Comme pour répondre, le sol sous eux trembla. La mare noire commença à onduler puis à tourbillonner, une lumière commençant à briller de ses profondeurs. « Nous devons sortir, » dit Martinez avec urgence, tirant Isabella vers l'escalier. « Maintenant !» Les tremblements augmentèrent, des pierres commençant à tomber du plafond. Elena était déjà en train de remonter les escaliers, le visage pâle. De peur, Isabella serra la boussole que Miguel lui avait donnée, les larmes coulant sur son visage. « Miguel, » murmura-t-elle, « qu'avez-vous fait ?» Alors que Martinez la tirait vers le haut des escaliers, la grotte derrière eux s'effondra avec un rugissement assourdissant, enterrant le Nexus et quels que soient les secrets qu'il contenait, sous des tonnes de roches et de terre. Ils sortirent de la chapelle pour trouver le chaos. Les gens d'Elena battaient en retraite, tirant sauvagement en reculant vers leur véhicule. Eduardo et les ouvriers agricoles avançaient, le shérif Mendoza les dirigeant comme un général. « Isa !» appela Clara, courant vers son amie. « Que s'est-il passé? Où est votre frère ?»« Parti !» dit Isabella, la voix creuse. « Il est parti encore une fois. » La prise de Martinez sur son bras se relâcha. Il a fait ce qu'il croyait juste. Il a détruit le Nexus pour l'empêcher de tomber entre les mains de la faction d'Elena. Isabella se retourna vers lui. « Et votre faction, que voulez-vous ?»« L'équilibre, » dit simplement Martinez. « La même chose que votre père voulait. La même chose que Miguel voulait. » Elena filait dans son SUV, sa défaite évidente dans sa retraite. « Est-ce fini ?» demanda Clara, regardant Isabella et Martinez. Martinez secoua la tête. « Pas complètement. Mais Miguel nous a fait gagner du temps. Sans le registre et avec le Nexus détruit, la faction d'Elena a perdu son avantage. » Isabella se sentait engourdie. Elle avait retrouvé son frère pour le perdre à nouveau en quelques minutes. Mais elle avait encore quelque chose de lui, son petit-fils, le bébé avec la marque sur le bras. Et peut-être quelque part une fille dont elle ignorait l'existence. « Le bébé », dit-elle soudainement. « Nous devons retourner à la maison. » Ils coururent de nouveau vers l'hacienda où Rosa les attendit à la porte, le visage cendré. « Elle l'a emmenée, » dit Rosa, les larmes coulant sur son visage. « Une jeune femme. Elle avait les mêmes yeux que M. Miguel. Elle savait des choses que seule la famille pouvait savoir. Sofia, respira Isabella, la fille de Miguel, elle. A laissé ça pour vous, dit Rosa, tendant une enveloppe à Isabella. Des doigts tremblants, Isabella l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photographie de Miguel tenant un bébé, le même bébé qu'Isabella avait trouvé dans le foin, aux côtés d'une jeune femme avec ses mêmes yeux sombres. Au dos était écrite une adresse dans une ville voisine, et 3 mots. Nous attendrons. Isabella serra la photo contre sa poitrine, un mélange de perte et d'espoir tourbillonnant en elle. Elle avait perdu son frère une nouvelle fois, mais avait trouvé une nièce et un petit-neveu, dont elle ignorait l'existence. Et quelque part dans cette nouvelle famille, l'héritage de Miguel perdurerait. L'héritage d'un homme qui avait tout sacrifié pour protéger un secret enterré sous la terre que sa famille avait cultivé pendant des générations. Que allez-vous faire maintenant ? Demanda Martinez doucement. Isabella regarda l'adresse sur la photo, puis la boussole que Miguel lui avait glissée dans la main, une boussole qui semblait indiquer non le nord, mais quelque chose de complètement différent. « Je vais retrouver ma famille », dit-elle avec détermination, « et ensuite nous allons terminer ce que Miguel a commencé. » Au lever du jour sur le hacendado, Isabella Torres se tenait sur le perron, contemplant la terre qui appartenait à sa famille depuis des générations, une terre qui, elle le savait maintenant, recelait des secrets bien plus grands qu'elle ne l'avait jamais imaginé.
Des secrets pour lesquels il valait la peine de mourir. Des secrets pour lesquels il valait la peine de vivre. Et quelque part, une jeune femme aux yeux de son frère attendait, tenant un bébé avec une marque spéciale sur le bras. Un bébé qui, comme son grand-père, pourrait un jour changer le monde. Le soleil du matin projetait de longues ombres, tandis qu'Isabella traversait les rues tranquilles de San Viento, la ville voisine où l'adresse de Sofia la conduisait. Après le chaos de la nuit précédente, elle avait à peine eu le temps de se nettoyer et de changer de vêtements avant de partir, accompagnée seulement de Clara. Martinez avait proposé de venir, mais Isabella n'était pas prête à lui faire entièrement confiance, malgré ses affirmations d'avoir été du côté de Miguel tout le temps. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir attendre ?» demanda Clara, alors qu'elles empruntaient une rue bordée d'arbres et de maisons modestes. « Vous avez traversé beaucoup de choses. J'ai attendu 25 ans pour savoir ce qui est arrivé à mon frère. » Que répondit Isabella, les mains serrées sur le volant. « Je n'attendrai pas une minute de plus pour rencontrer sa fille. » L'adresse les conduisit à une petite maison bleue, aux volets blancs et au jardin bien entretenu. Elle avait l'air paisible. Ordinaire, rien qui ne suggère qu'elle puisse être liée à des sociétés secrètes et à des chambres souterraines aux propriétés mystiques. « C'est ici », dit Isabella en se garant de l'autre côté de la rue. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Que dirait-elle à cette nièce dont elle ignorait l'existence ? Comment expliquerait-elle qu'elle avait vu Miguel la nuit dernière pour le perdre à nouveau? Clara serra l'épaule de son amie. « J'attendrai ici. Cela devrait être privé, au moins au début. » Isabella hocha la tête avec gratitude et sortit de la voiture. Chaque pas sur l'allée lui semblait important, comme si elle franchissait non seulement une distance physique, mais le fossé entre sa vieille vie et ce qui l'attendait. Avant qu'elle ne puisse sonner à la porte, celle-ci s'ouvrit. Sur le seuil se tenait la jeune femme de la photographie, la fille de Miguel, Sofia. Elle avait les yeux noirs de son père et la même détermination dans le regard, bien que ses cheveux soient plus clairs, tombant en douces vagues autour, d'un visage qui exprimait à la fois force et douceur. « Tante Isabella, » dit Sofia, la voix légèrement étouffée, « je vous attendais. » Ces simples mots brisèrent quelque chose en Isabella. Des larmes jaillirent de ses yeux, tandis qu'elle contemplait cette jeune femme qui portait le sang de Miguel, son héritage. « Sofia, » murmura-t-elle, « tu lui ressembles tellement. » Sofia fit un pas en avant et sans hésitation prit Isabella dans ses bras. « Je sais, » dit-elle doucement. Il disait toujours la même chose. L'étreinte ne dura qu'un instant avant que Sofia ne se retire, essuyant ses propres larmes. « S'il vous plaît, entrez. Il y a tant de choses à se dire. » L'intérieur de la maison était confortable et chaleureux, avec un mobilier simple et des photographies accrochées au mur. Dans un berceau du salon, le petit Miguel dormait paisiblement, son petit thorax se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. « Il a déjà beaucoup souffert, » dit Sofia, en regardant son fils avec l'amour et l'inquiétude d'une mère. « Mais les enfants sont résilients, n'est-ce pas ?» Isabella s'approcha du berceau, le cœur gonflé à la vue du bébé pour lequel elle avait déjà tant d'affection. « Oui, ils le sont, et il a la force de sa mère, je le vois déjà. » Sofia fit signe à Isabella de s'asseoir sur le canapé. « Je sais que vous avez 1000 questions, je suis prête à répondre à ce que je peux. » Isabella s'affaissa sur les coussins, ressentant soudain le poids de tout ce qui s'était passé. « J'ai vu Miguel hier soir, dit-elle simplement. À la chapelle, il est entré dans cette mare noire. » Sofia hocha la tête, son expression sombre mais non surprise. Le Nexus. Il avait toujours prévu de le détruire si la faction d'Elena s'approchait trop de son contrôle. Mais que lui est-il arrivé? Est-il... Isabella ne put se résoudre à prononcer le mot « mort ». « Je ne sais pas », admit Sofia. « Le Nexus n'est pas seulement une porte, c'est une connexion entre les réalités. Mon père croyait qu'en le détruisant de l'intérieur, il pourrait le sceller définitivement. Mais là où cela l'a laissé, elle s'interrompit. Son incertitude était claire. « Dites-moi tout », dit Isabella en se penchant en avant. « Depuis le début, comment Miguel a-t-il survécu toutes ces années? Comment vous a-t-il trouvé? Qu'est-ce que cet ordre du croissant représente réellement ?» Sofia prit une profonde inspiration et commença son histoire. « Il y a 26 ans, ma mère, Elena, a rencontré votre frère à un marché fermier de la ville. Elle étudiait l'archéologie, spécialisée dans les symboles anciens et les systèmes d'écriture,
Ils sont tombés amoureux rapidement, mais leur temps ensemble a été bref. Lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, Miguel avait déjà disparu. Elle n'a jamais su ce qui lui était arrivé, demanda Isabella. Pas pendant de nombreuses années, confirma Sofia. Elle m'a élevée seule, me racontant des histoires sur mon père, sa gentillesse, sa passion pour la terre. Elle n'a jamais cru qu'il nous avait simplement abandonnés. Sofia se dirigea vers un petit bureau dans le coin et sortit un dossier. Quand j'avais 16 ans, ma mère a reçu ceci par la poste. Elle tendit à Isabella une enveloppe jaunie. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec une série de chiffres et le symbole du croissant désormais familier dessiné en bas. Ma mère l'a reconnu comme un code basé sur des coordonnées géographiques, continua Sofia. Elle étudiait les systèmes de navigation anciens pour son doctorat. Nous avons suivi les coordonnées jusqu'à une cabane isolée dans les montagnes. Et là, après 16 ans, se trouvait mon père. Les mains d'Isabella tremblaient, tandis qu'elle tenait le papier. Il s'est caché tout ce temps, à quelques heures de là seulement. Il le devait, dit Sofia fermement. L'ordre avait infiltré les forces de l'ordre local, les administrations publiques. Il l'aurait trouvé, et nous, s'il avait essayé de contacter qui que ce soit de sa vie passée. Mais pourquoi, insista Isabella. Qu'est-ce qui rendait l'ordre si dangereux qu'il a dû tout abandonner, sa maison, sa sœur, même son enfant à naître? L'expression de Sofia s'assombrit. L'ordre du croissant a commencé il y a des siècles comme gardien de connaissances, scientifiques, mystiques, historiques, pour lesquels l'humanité n'était pas prête. Les points de nexus à travers le monde étaient leurs plus grands secrets, des lieux où les barrières entre les dimensions s'amincissent, permettant l'accès à d'autres réalités, d'autres possibilités. Comme un portail vers un autre monde, demanda Isabella avec scepticisme. Plus comme une fenêtre, précisa Sofia. Une fenêtre qui pourrait être ouverte plus largement avec les bonnes connaissances. Le but de l'ordre était de s'assurer que ces fenêtres ne seraient jamais entièrement ouvertes, que les connaissances venues d'ailleurs ne déstabiliseraient jamais notre monde. Elle fit une pause, regardant une photographie au mur. Miguel, plus âgé qu'Isabella, ne s'en souvenait, le bras autour de Sofia et Elena, tous les trois souriant à la caméra. Une famille qui avait existé sans qu'Isabella le sache. Mais le pouvoir corrompt, continua Sofia. Au fil du temps, des factions se sont formées au sein de l'ordre. Certains voulaient utiliser les connaissances pour leur propre profit. Elena Vega dirige la faction la plus dangereuse. Elle pense que l'ordre devrait activement contrôler les événements mondiaux, se positionnant comme des dirigeants secrets guidant l'avenir de l'humanité. « Et les minéraux sous nos terres ?» demanda Isabella. « Ils améliorent le Nexus, » expliqua Sofia, « le rendent plus accessible, plus contrôlable. Votre père l'a découvert par accident, mais il a compris la responsabilité que cela impliquait. Il a autorisé l'ordre à accéder à des recherches limitées, mais jamais à un contrôle total. Le registre ne contenait pas seulement des documents financiers, mais les clés pour activer le Nexus en toute sécurité, transmises à travers certaines familles avec le marqueur génétique. Elle fit un geste vers son fils endormi. Des familles comme la nôtre. Isabella se frotta les tempes, essayant d'absorber tout cela. Donc Miguel a découvert les plans d'Elena, a essayé de les dénoncer et a dû disparaître lorsqu'ils se sont lancés à sa poursuite. Oui, hocha la tête, Sofia. Pendant des années, il a travaillé dans le secret, construisant un réseau d'alliés au sein de l'ordre. Des gens comme Martinez qui voulaient restaurer son objectif initial. Pendant ce temps, il m'a tout appris. Sur l'héritage de notre famille, me préparant à continuer si quelque chose lui arrivait. « Et le bébé ?» demanda Isabella en regardant le petit Miguel. L'expression de Sofia s'adoucit. Lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, mon père est devenu encore plus déterminé à mettre fin à tout cela une fois pour toutes. Il savait que la faction d'Elena ne reculerait devant rien pour contrôler la prochaine génération de ceux qui pouvaient activer le Nexus. Donc vous l'avez laissé à la ferme pour que je le trouve, dit Isabella, une note d'accusation dans la voix. C'était la seule façon, insista Sofia. Nous avions besoin de quelqu'un que Elena ne pourrait pas facilement atteindre, quelqu'un ayant le pouvoir et les ressources pour le protéger. Et nous devions attirer Elena au grand jour, la forcer à agir. Vous vous êtes servi de moi, dit Isabella, la douleur évidente dans sa voix. Vous vous êtes servi de moi et avez risqué la vie de votre fils. Nous avions confiance. En vous,
corrigea Sofia doucement. Mon père n'a jamais douté une seconde que vous protégeriez son petit-fils avec votre vie, et il avait raison. Le bébé bougea dans son berceau, faisant de petits sons de roucoulement. Sofia alla vers lui, le soulevant avec précaution et le serrant contre sa poitrine. « Aimeriez-vous tenir votre petit-neveu » demanda-t-elle. « Correctement cette fois, et non pas au milieu d'une crise. » Le cœur d'Isabella fondit lorsque Sofia plaça le bébé dans ses bras. De près, elle pouvait voir davantage de Miguel dans ses traits, la forme de ses yeux, la courbe de sa bouche. « Comment s'appelle-t-il vraiment » demanda Isabella doucement. « Miguel » sourit Sofia. « Miguel Eduardo Torres. D'après. Son grand-père est l'ami fidèle de mon père. » Isabella rit malgré ses larmes. « Je l'ai appelé Miguel aussi. » Cela semblait juste d'une certaine manière. Pendant un moment, elles restèrent assises en silence, les deux femmes regardant le bébé qui les reliait. Une nouvelle génération de la famille Torres, portant à la fois la marque visible sur son bras et le poids invisible d'un héritage qu'aucune d'elles n'avait choisi. « Que se passe-t-il maintenant » demanda finalement Isabella. « Elena s'est échappée, l'ordre existe toujours, et Miguel, votre père, est parti. » Le visage de Sofia devint à nouveau sérieux. La faction d'Elena a été affaiblie, sans le registre et avec le Nexus. Détruits, ils ont perdu leur avantage immédiat. Mais ils n'abandonneront pas facilement. Ils ont trop investi, planifié trop longtemps. « Vous pensez qu'ils reviendront nous voir » déclara Isabella, non pas une question. « Finalement » hocha la tête Sofia. « Mais nous avons maintenant du temps. Le temps de nous préparer, de rassembler nos alliés. Martinez aidera. Il a été le partisan le plus fidèle de mon père au sein de l'ordre pendant des années. Je ne lui fais toujours pas entièrement confiance, admit Isabella. Vous ne devriez pas, acquiesça Sofia avec un léger sourire. La confiance doit être méritée. Mais il risque sa vie pour notre cause depuis longtemps. Il mérite aussi une chance de faire ses preuves auprès de vous. La porte d'entrée s'ouvrit et une femme entra en portant des sacs d'épicerie. Elle avait environ 50 ans. Des mèches argentées dans ses cheveux noirs et une beauté douce qui avait clairement traversé des moments difficiles. « Elena, » dit Sofia. « Voici ma tante Isabella. » Elena posa les sacs et s'avança, prenant la main libre d'Isabella dans les siennes. « Miguel m'a tellement parlé de vous, » dit-elle, la voix chaleureuse. « Il n'a jamais cessé de vous manquer, n'a jamais cessé d'espérer que vous comprendriez pourquoi il avait dû partir. » Isabella avala difficilement la boule dans sa gorge. Avait-il prévu de revenir? De me dire qu'il était vivant? Quand ce serait sûr, dit Elena tristement. C'était toujours son plan. Pour achever ce qu'il avait commencé et ensuite réunir sa famille. Et maintenant? Demanda Isabella, regardant tour à tour Elena et Sofia. Maintenant, nous continuons, dit Sofia avec une détermination calme. Nous protégeons ce pourquoi il est mort, nous gardons son fils en sécurité et nous nous assurons qu'Elena et sa faction n'obtiennent jamais le pouvoir qu'elle recherche. Isabella baissa les yeux sur le bébé Miguel, dormant paisiblement dans ses bras, ignorant l'héritage qu'il portait ou les sacrifices faits pour le protéger. Dans son visage innocent, elle voyait des échos de son frère, de son père, de générations d'ancêtres Torres qui avaient travaillé la terre et gardé ses secrets. « J'ai des ressources, » dit-elle avec décision. « De l'argent, des terres, des relations. Tout ce dont vous avez besoin pour continuer à lutter, pour le garder en sécurité, c'est à vous. » Sofia sourit, le soulagement évident sur son visage. « J'espérais que vous diriez ça. Nous aurons besoin d'un endroit sûr, d'un endroit pour nous regrouper pendant que nous surveillons la faction d'Elena. »« L'Hacienda, » dit Isabella sans hésitation. « C'est autant votre héritage que le mien maintenant. Nous renforcerons la sécurité. Nous ferons venir des gens de confiance. Personne ne touchera cet enfant tant que j'aurai souffle dans le corps. » Elena lui serra la main avec gratitude. « Miguel a toujours dit que tu étais la plus forte, celle qui était pragmatique et qui pouvait faire fonctionner n'importe quoi. » Il était le rêveur, sourit Isabella à travers ses larmes. Il regardait toujours au-delà de ce qui était possible. Je suppose qu'entre nous, nous avons fait une personne entière. Un coup à la porte les interrompit. Sofia se tendit, se déplaçant pour protéger Isabella et le bébé. Elena alla vérifier le Judas, puis se détendit. « C'est le docteur Martinez, » dit-elle en ouvrant la porte. Martinez entra, l'air fatigué mais alerte. Il fit un signe de tête respectueux à Isabella. « Je vois que vous avez retrouvé votre famille. Que voulez-vous »
demanda Isabella le ton froid mais non hostile. Vous informez qu'Elena s'est terrée, dit-il. Ses alliés les plus proches sont dispersés, essayant de sauver ce qu'ils peuvent de leur opération. Mais ils ont perdu un soutien important au sein de l'ordre après le fiasco de la nuit dernière. Bien, dit Sofia. Et le conseil, ont-ils réagi? Ils convoquent une session d'urgence, confirma Martinez. L'équilibre du pouvoir est en train de changer. Ceux qui soutiennent la vision de votre père retrouvent leur voix. Isabella les regarda confuse. Le conseil? L'organe directeur de l'ordre, expliqua Sofia. 7 membres qui représentent différentes factions idéologiques. Pendant des années, le groupe d'Elena a détenu la majorité, mais avec son échec à sécuriser le registre et le Nexus, il y a une chance de réforme, termina Martinez. Un retour à la vocation originelle de l'ordre, la préservation, c'est des connaissances, et non leur contrôle. Il se tourna vers Isabella. Je sais que vous ne me faites pas entièrement confiance pour le moment, mais j'espère qu'avec le temps, vous verrez que ma loyauté envers votre frère était sincère. Tout. Cette idée que j'ai fait même en maintenant ma couverture au sein de la faction d'Elena était pour soutenir sa cause. Isabella l'étudia attentivement. Il y avait de la sincérité dans ses yeux et une lassitude qui parlait d'années passées à marcher, sur une ligne dangereuse. Miguel vous faisait confiance, dit-elle finalement. Cela compte pour quelque chose, mais je vous surveillerai. Martinez sourit légèrement. Je n'attendrai rien de moins d'une Torres. Le bébé Miguel commença à s'agiter, et Isabella le rendit à Sofia qui le calma avec une aisance habituelle. Nous devrions partir bientôt, conseilla Martinez. Elena est peut-être en retraite, mais elle n'est pas vaincue. Cet endroit pourrait ne pas rester sûr longtemps. Nous retournons à l'Hacienda, dit Isabella fermement. Nous allons tous, ce soir. Elena sembla incertaine. Est-ce sage? Après tout ce qui s'est passé là-bas, c'est précisément à cause de ce qui s'est passé que nous devons y retourner, insista Isabella. La Terre a protégé la famille Torres pendant des générations. Il est maintenant temps pour nous de lui rendre l'appareil. Alors qu'elle se préparait à partir, faisant leur bagage pour le futur immédiat, Isabella fut attirée par les photos sur les murs, des images de la vie que Miguel avait construite en secret. Il y avait des photos de lui avec Elena, avec Sofia qui grandissait de l'enfance à l'âge adulte, des moments de famille qu'Isabella s'était vue refuser. « Il a tenu un journal pour toi », dit Sofia doucement, venant se tenir à côté d'elle. « Toutes ces années. Il a écrit des choses qu'il souhaitait pouvoir te dire en personne. » Elle tendit à Isabella un livre relié en cuir, semblable à celui trouvé dans le coffre-fort de son père, mais plus récent. « Il voudrait que tu l'aies maintenant. » Isabella le prit les mains tremblantes. « Merci. » Le soir, elles étaient prêtes. Clara, qui avait patiemment attendu dehors, fut mise au courant et offrit immédiatement son expertise juridique pour les aider à renforcer leur position. « Nous aurons besoin d'établir légalement Sofia et le bébé Miguel, dit-elle, pensant déjà comme la brillante avocate qu'elle était. Anticiper la documentation, créer une piste papier qui puisse résister à un examen minutieux. Je connais des gens qui peuvent nous aider pour cela. » Au coucher du soleil, elles regagnèrent l'Hacienda en convoi, Isabella et Clara dans une voiture, Martinez conduisant Elena et Sofia avec le bébé dans une autre. La silhouette familière de la maison, principale se détachant sur le ciel qui s'assombrissait, noua la gorge d'Isabella. C'était toujours sa maison malgré tout ce qui s'y était passé. Rosa attendait sur le perron, son visage s'illuminant lorsqu'elle les vit toutes arriver saines et sauves. Eduardo avait organisé les ouvriers en équipe de sécurité avec des hommes patrouillant le périmètre de la propriété. « Nous avons tout vérifié », rapporta-t-il. « Aucun signe d'intrus. La zone de la chapelle a été bouclée. Le sol est instable après l'effondrement. » Isabella lui fit un signe de tête en guise de remerciement. « Eduardo, voici Sofia, la fille de mon frère, et sa mère, Elena. Elles vont habiter ici maintenant avec le petit Miguel. » Les yeux d'Eduardo s'écarquillèrent de surprise, mais il se remit rapidement. « Bienvenue à l'Hacienda Torres, señoritas. L'héritage de votre famille est dans votre sang. Cette terre reconnaîtra les siens. » Ce soir-là, après que tout le monde se soit installé, Isabella s'assit seule sur le perron, le journal de Miguel ouvert sur ses genoux. Elle n'avait lu que quelques pages, mais son cœur était déjà plein à craquer des mots que son frère lui avait écrits au fil des ans, ses regrets, ses espoirs,
son amour indéfectible pour la sœur qu'il avait été forcé de laisser derrière lui. Le bruit de pas la fit lever les yeux. Sofia se tenait dans l'embrasure de la porte, enveloppée d'un châle contre le froid de la nuit. « Puis-je vous rejoindre ?» demanda-t-elle. Isabella acquiesça, faisant de la place sur la balançoire du perron. Elles restèrent assises en silence pendant quelques minutes, regardant les étoiles qui brillaient au-dessus des terres Torres depuis des générations. « Il avait l'habitude de s'asseoir ici la nuit, » dit Sofia finalement. « Chaque fois que nous venions en secret au fil des ans, il disait que cela l'aidait à se sentir connecté à toi, au passé. »« Tu as visité l'hacienda ?» demanda Isabella surprise. Sofia hocha la tête. « Quelquefois, quand c'était sûr. Toujours la nuit, toujours en veillant à ne laisser aucune trace. Il voulait me montrer mon héritage, s'assurer que je comprenais ce pourquoi nous nous battions. » Elle hésita, puis ajouta « Il te regardait parfois, de loin, juste pour s'assurer que tu allais bien. » Cela lui brisait le cœur de ne pas pouvoir te parler. Des larmes jaillirent aux yeux d'Isabella à la pensée de Miguel, si proche et pourtant incapable de tendre la main. « J'aurais aimé le savoir. J'aurais aimé pouvoir l'aider. »« Tu aides maintenant, » dit Sofia doucement. « En protégeant son petit-fils, en nous donnant un sanctuaire, en croyant en ce pourquoi il est mort. Penses-tu qu'il soit vraiment parti ?» demanda Isabella, exprimant la question qui la hantait depuis la chapelle. « Ou aurait-il pu survivre ?» D'une manière ou d'une autre, Sofia leva les yeux vers les étoiles, l'expression pensive. Le Nexus se connecte à d'autres réalités, d'autres possibilités. Mon père a toujours dit que rien n'est jamais vraiment perdu, cela change simplement de forme. Elle se tourna vers Isabella, un petit sourire triste sur les lèvres. Je ne sais pas s'il est vivant, mais je choisis de croire que son énergie, son esprit continue quelque part. Isabella ferma le journal, passant ses doigts sur sa couverture usée. Miguel a toujours eu une façon de nous surprendre quand on s'y attendait le moins. Peut-être qu'un jour... Peut-être, acquiesça Sofia. Mais jusque-là, nous avons son héritage à protéger, et sa famille à reconstruire. Comme sur commande, le cri du bébé résonna de l'intérieur de la maison. Sofia se leva, se préparant à aller voir son fils. « Nous allons devoir faire quelques changements ici, » dit Isabella en se levant également. « Sécuriser les lieux pour un enfant, installer une vraie chambre d'enfant. Cette vieille maison pourrait avoir besoin d'une nouvelle vie. Es-tu sûre d'être prête pour ça ?» demanda Sofia. « Votre monde calme et ordonné est sur le point de devenir très compliqué. » Isabella rit, un son authentique qui sembla alléger l'air nocturne. « Mon monde calme et ordonné a explosé au moment où j'ai trouvé un bébé dans une meule de foin. Et vous savez quoi? Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. » Ensemble, elles retournèrent dans la maison. Tante et nièce unies par le sang et par un but commun, s'engageant dans un avenir qu'aucune d'elles n'aurait pu imaginer quelques jours auparavant. Dans les jours et les semaines qui suivirent, l'Hacienda Torres se transforma. La sécurité fut renforcée, mais aussi le sentiment familial. L'expertise archéologique d'Elena s'avéra précieuse pour comprendre les symboles laissés derrière eux dans le système de grottes effondrées. Martinez partagea son temps entre l'Hacienda et les affaires de l'ordre, gagnant progressivement la confiance d'Isabella grâce à son dévouement indéfectible à la protection de Sofia et du bébé. Le Conseil de l'Ordre du Croissant, ébranlé par la perte du Nexus et du registre, entama un processus de réforme interne. La faction d'Elena fut officiellement censurée, bien qu'Elena elle-même soit restée en liberté, une ombre à l'horizon qui les tenait tous vigilants. Un soir, 3 mois après que tout ait changé, Isabella s'assit dans la chambre d'enfant, berçant le bébé Miguel pour l'endormir. Sofia était partie avec Martinez pour rencontrer des alliés de l'ordre, et Elena travaillait à traduire certains symboles qu'elles avaient réussi à photographier avant l'effondrement de la chapelle. Alors que les yeux du bébé se fermaient, Isabella fredonnait la même berceuse que sa mère lui avait chantée à elle et à Miguel tant d'années auparavant. Le lien avec le passé était fort dans des moments comme ceux-ci. Un fil qui traversait les générations de la famille Torres, les liant ensemble à travers le temps. Elle baissa les yeux sur l'enfant endormi, sur la marque sur son bras qui représentait à la fois un fardeau et un don. Quoi qu'il arrive ensuite, qu'Elena revienne, que l'ordre se réforme pleinement, que les secrets sous leur terre restent enfouis ou refassent surface, elle savait une chose avec une certitude absolue. Cet enfant grandirait en sachant qu'il était aimé, en connaissant l'histoire de sa famille,
en connaissant le sacrifice que son grand-père avait fait pour protéger non seulement lui, mais quelque chose de plus grand que tous, et peut-être, juste peut-être, si Miguel avait trouvé un moyen de survivre au Nexus, il trouverait son chemin vers eux un jour. Des choses plus. Ça étrange s'était produite, après tout. Le symbole sur le bras du bébé Miguel en était la preuve suffisante. Jusqu'à ce jour, Isabella Torres ferait ce que la famille Torres avait toujours fait, protéger la terre, protéger ses secrets, et surtout se protéger les uns les autres. Dehors, à la fenêtre de la chambre d'enfant, une étoile filante traversa le ciel, laissant une traînée de lumière qui sembla, un instant, former la forme de 2 croissants dos à dos, avec une étoile brillante au centre. Isabella sourit. Où qu'ils soient, Miguel veillait sur eux, et c'était suffisant, pour l'instant.